Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue, vous êtes sur Gabon 24. Alors aujourd'hui, on va parler du rôle des DTS dans la relance post-Covid-19. Les droits de tirage spéciaux DTS du Fonds monétaire international ont fait l'objet d'une attention toute particulière depuis le début de la crise de la Covid-19. D'après les experts du Fonds, ces droits peuvent ou pourraient aider les pays à faible revenu à financer leurs réponses sanitaires et économiques et ainsi par la suite relancer leurs économies. De quelle façon? Pourquoi a-t-on tant de difficultés à saisir le fonctionnement de ces droits? En quoi sont-ils particulièrement intéressants pour les pays africains? N'est-ce pas là une nouvelle façon d'amplifier leurs dettes? Nous allons décrypter tout cela tout à l'heure avec notre invité sur le plateau, mais avant cela, dites-nous, qu'est-ce que les DTS? Les dettes ou les DTS? Les DTS du FMI, sincèrement, je n'ai pas l'information, donc... Alors, je ne pourrais même pas, disons, définir le sigle. C'est une colle que vous êtes en train de faire. Aucune idée. DTS, aucune idée. Ben, les DTS du FMI, je ne connais pas. Pourquoi tu m'as... Elle m'a eu... DTS est le mot qui fait l'écho. Allons-y découvrir avec la voix de Junior Premier. Alors, Junior, dites-nous, qu'est-ce que les DTS? Bonsoir à tous. Bienvenue à notre invité. Le DTS est l'unité de compte du Fonds monétaire international et d'autres organisations internationales créée comme un avoir de réserve complémentaire dans le cadre du système de parité fixe de Bretton Woods. Très important à souligner, le DTS n'est pas une monnaie et ne constitue pas non plus une créance sur le FMI. Il représente plutôt une créance potentielle sur les monnaies librement utilisables des pays membres du FMI. Par conséquent, les DTS peuvent être échangés contre ces monnaies. Les pays participants et les détenteurs agréés peuvent vendre et acheter des DTS sur le marché volontaire. Si nécessaire, le FMI peut également désigner des pays membres appelés à acheter des DTS à d'autres participants. Par ailleurs, les pays membres du FMI et le FMI lui-même peuvent utiliser les DTS conformément au statut du Fonds monétaire international et aux décisions adoptées par le Conseil d'administration et le Conseil des gouverneurs. Notons pour la fin que le Fonds monétaire international est habilité à agréer comme détenteur de DTS des États non membres, des États membres ne participant pas au département des DTS, des institutions qui remplissent des fonctions de banque centrale pour plus d'un État membre, ainsi que d'autres organismes officiels. Voilà, Modeste. Nous avons sur le plateau Agou Gomez, représentant résident du FMI, le Fonds monétaire international au Gabon. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors nous allons décrypter, je l'ai dit avec vous, tout ce qu'il y a autour des DTS parce qu'on a envie de comprendre d'où venait la nécessité de la mise en place de ces droits de tirage spéciaux plus que les DTS. D'après ce qu'on a vu, ce n'est pas une monnaie. Il ne constitue pas non plus une créance sur le FMI. Dites-nous autour de tout cela, c'est quoi exactement? Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais vous remercier de nous recevoir sur votre plateau. Je voudrais aussi profiter pour remercier la direction générale de Gabon 24. Alors, on va essayer d'expliquer les DTS de façon très simple. Vous savez, les DTS, c'est un produit du FMI. Toute entreprise a des produits. Si vous prenez une usine qui fabrique des voitures, le produit de cette entreprise, c'est une voiture. Une fois que l'entreprise vous remet la voiture qu'elle a fabriquée, vous pouvez utiliser la voiture, vous rendre sur un marché, remettre la voiture à quelqu'un qui est intéressé, un particulier, et en retour, il va vous remettre de l'argent. Avec cet argent, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les DTS du FMI.
Les DTS du FMI, c'est donc un produit que le FMI a, qu'il remet, qu'il alloue aux pays. Et ces pays, une fois qu'ils reçoivent ce produit du FMI, peuvent l'utiliser et l'échanger contre des dollars, de l'euro, du yen, du yuan ou du livre. Et à partir de là, ils peuvent utiliser cela pour un certain nombre de besoins. Généralement, à quel moment est-ce que le FMI arrive à produire les DTS? C'est au cours d'un vote de son conseil d'administration qui doit approuver ce qu'on appelle l'allocation, c'est-à-dire la décision de remettre ces produits-là aux différents pays. Ils doivent approuver cela à 85% du conseil d'administration. À quoi servent les DTS? Les DTS, on les produit, le FMI produit ces DTS lorsque l'économie mondiale se retrouve dans une situation où il y a très peu de liquidités pour faire face à des besoins de ces pays-là qu'on appelle dans notre jargon des besoins de balance de paiement. Très bien. Vous faites bien de nous dire tout cela parce que depuis avril 2020, on parle beaucoup de DTS. Est-ce qu'il s'agit là d'une recette miracle, d'un remède miracle pour faire face aux différentes crises qu'on connaît actuellement ou peut-être des différentes crises à venir? Alors, les DTS, la location, donc le fait que le FMI donne des DTS au pays, il y en a eu 4 fois dans l'histoire du FMI. Dans les années 70, 2 fois. Une fois en 2009, lorsqu'il y a eu la grande crise financière. Et puis en 2021, lorsqu'il y a eu la crise de la pandémie. Alors, pourquoi est-ce que le FMI a eu à donner des DTS au pays? Le FMI a produit 650 milliards de dollars de DTS qu'il a distribués à l'ensemble de ces pays. Et généralement, cette distribution se fait de façon relative aux actions ou aux parts des pays dans le capital du FMI. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de remettre ces DTS? Il y a eu besoin de remettre ces DTS au pays parce que, comme j'expliquais, avec la pandémie, l'économie mondiale s'est quasiment arrêtée. Et en même temps, pour faire face aux effets de la pandémie, il a eu besoin de pouvoir trouver des financements pour que les pays puissent faire face aux besoins sanitaires, aux besoins de relance des économies. Pour cette raison, le FMI a donc produit 650 milliards de dollars en DTS et les a distribués au pays. L'Afrique subsaharienne a reçu 23 milliards de dollars dans ce sens. Donc on a vu les organisations internationales se mobiliser depuis l'apparition de cette crise de la Covid-19. Le FMI faisait partie de ces organisations-là, se mobiliser pour réunir un maximum de ressources financières. Et puis on a les DTS. Est-ce que ce sont les pays qui vont solliciter ou c'est le FMI qui siège et qui se dit, par exemple, le Gabon est dans une situation de crise extrême, on devrait décider de lui venir en aide. Comment on fait pour obtenir des DTS? Alors les DTS, le FMI, c'est un peu le régulateur du système financier international. Donc lorsque le FMI se rend compte que dans le système financier international, de façon mondiale, il y a des difficultés en matière de liquidité, comme on en a connu sous la pandémie, le FMI, son conseil, et je rappelle que le conseil d'administration du FMI, c'est la représentation des 190 pays membres du FMI. D'accord. Donc tous les pays siègent et décident ensemble pour dire l'économie a des problèmes de liquidité énormes, on décide donc de produire des DTS. Lorsque ces DTS-là sont produits, ils sont distribués de façon à donner à tous les pays en fonction de leur niveau d'action au sein du FMI. Le FMI, c'est comme une entreprise. Une entreprise a un capital. Dans un capital, il y a plusieurs actionnaires. Tous les pays membres du FMI sont des actionnaires. Le Gabon est un actionnaire du FMI. Les États-Unis sont un actionnaire du FMI. Et chacun a une part dans le capital du FMI. Donc, lorsque les DTS sont produits, on regarde le pourcentage que chaque pays a en termes d'action dans le capital du FMI. Et c'est en fonction de ce pourcentage que la distribution se fait. Par exemple, dans le cas du Gabon, le Gabon a reçu 207 millions de DTS, ce qui était équivalent environ à 267 millions de dollars qui a été remis gratuitement au Gabon. Parce que les DTS, ce n'est pas des prêts, c'est gratuit. Tous les pays décident à un moment donné qu'il faut recevoir des DTS. Le conseil d'administration se réunit. Quand la décision est prise, c'est une distribution qui est gratuite. D'accord. Alors, la somme allouée aux pays membres du FMI dépend de leur poids économique aussi et politique au sein de l'institution. Donc, vous avez parlé du Gabon tout à l'heure. N'est-ce pas une façon de renforcer les inégalités de répartition des allocations pays, finalement? Donc, comme j'expliquais, le FMI, c'est comme une entreprise. Dans une entreprise, si vous et moi, nous sommes dans la même entreprise, si je suis actionnaire et que pour la constitution de l'entreprise, j'ai apporté 40% du capital de l'entreprise, vous en avez apporté 60%,
Lorsqu'on partage les bénéfices de l'entreprise, vous devez recevoir 60% des bénéfices et moi, 40%. C'est le même principe. Le FMI a un capital qui a été constitué par l'ensemble des 190 pays qui sont membres. À partir de ce moment, lorsqu'il y a une allocation des DTS, on fait l'allocation en fonction de l'actionnariat de chaque pays au sein du capital du FMI. Agou Gomez, ce qui est très clair, c'est qu'en dépit du caractère inédit de la crise et des discours alarmés successifs, aucune des institutions internationales actuelles n'a su mettre en place un dispositif d'annulation de la dette inconditionnelle. Alors est-ce qu'on n'est pas là en présence d'un processus trompe-l'œil, quelque chose qui va encore venir creuser la dette des pays africains? Alors, je pense que les faits aboutissent à une conclusion différente des affirmations que vous faites. Et je vais vous expliquer brièvement. D'abord, lorsqu'il y a eu la crise, le FMI a pris un ensemble de mesures très fortes au niveau mondial. La première mesure que le FMI a eu à prendre lorsqu'il y a eu la crise, la pandémie, j'entends, il y a eu d'abord la mise à disposition des pays qui avaient sollicité cela, des financements rapides, des financements d'urgence rapides. Dans le cas du Gabon, le Gabon a reçu 300 millions de dollars. Et ces financements ont été donnés sans conditionnalité. Vous savez, généralement, le FMI, lorsque des programmes sont mis en œuvre, les financements, c'est contre des réformes. Dans ce cas, c'était sans conditionnalité. Première chose. La deuxième mesure que le FMI a soutenue, a fait prendre avec la Banque mondiale et l'ensemble des pays du G20, ça a été l'initiative de suspension du service de la dette. Donc, de mai 2020 à décembre 2021, le FMI, la Banque mondiale et les pays du G20 ont accepté que les pays à faible revenu qui étaient en difficulté pouvaient arrêter de payer leurs dettes durant cette période, de mai 2020 à décembre 2021. Une autre initiative tout aussi importante qui a été prise, c'est que le FMI a permis d'annuler de la période de avril 2020 à octobre 2021. Il y avait des pays, les 29 pays les plus faibles qui sont membres du FMI. Le FMI a autorisé à ces pays-là de ne pas rembourser la dette que ces pays devaient au FMI durant cette période. Donc de avril 2020 à octobre 2021, il y a eu 29 pays qui n'ont plus remboursé de dette durant cette période qui devaient au FMI. Et puis, dernière mesure importante, c'est que le FMI et le G20 ont mis en place ce qu'on appelle le cadre commun, qui veut simplement dire que les pays qui ont traversé la phase Covid avec les initiatives du FMI que j'ai mentionnées, si ces pays-là continuent d'avoir encore des difficultés à payer leurs dettes, ces pays-là peuvent s'adresser à ce cadre-là qui leur permettra de faire un traitement de leur dette, c'est-à-dire soit de réduire la dette ou d'annuler cette dette-là. Et ce dispositif est encore en place. En quoi ces DTS sont importants pour les pays africains? Est-ce qu'on en a forcément besoin aujourd'hui pour relancer nos économies? À part l'aide du FMI, on a vu des pays qui ont réussi à mettre en place des politiques de relance, des politiques pour la sécurité sanitaire des populations. Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Pourquoi c'est si important, les DTS, pour le continent? Je pense qu'au-delà du continent, les DTS ont été importants pour l'ensemble du système international, c'est-à-dire des grands pays, des pays qui sont économiquement les plus puissants aux pays qui sont économiquement les plus faibles, parce que, comme j'ai dit, la pandémie a créé une situation de liquidité énorme. Dans nos pays, la situation qui s'est posée, c'est que l'économie s'étant quasiment ralentie, de nombreux pays sont entrés en récession. Les revenus que les gouvernements avaient l'habitude de collecter se sont amenuisés. Les dépenses sont montées à la hausse parce que, d'une part, il fallait faire face aux dépenses sanitaires, renforcer les plateaux techniques, s'assurer que la pandémie ne progresse pas. D'autre part, il fallait prendre en charge un certain nombre de populations vulnérables. Donc, vous avez peu de revenus et vous avez beaucoup de dépenses. Donc, les déficits et les besoins de financement de ces pays-là se sont accrus. C'est pour cette raison que le FMI, pour ces pays-là, en allouant les DTS, a été bénéfique. Par exemple, dans le cas du Gabon, dans le budget de loi rectificative 2022, le Gabon va utiliser une partie des DTS qu'il a reçus gratuitement pour financer une partie du budget de 2022. D'accord. Parlons justement du Gabon, puisque vous parlez de notre pays. À combien a été évaluée la dette du Gabon au FMI aujourd'hui? Alors, sur la base de notre dernier rapport, vous savez que récemment, le 27 juin, notre conseil d'administration a approuvé 2 revues. Et donc, il y a eu un rapport qui a été produit à cet effet. Aujourd'hui, la dette du Gabon se situe
à 13 313 millions de dollars. Elle est viable, pas viable? Et donc, sur les 13 313 millions de dollars, la dette que le Gabon doit au FMI, c'est 400 millions de dollars. Ça veut dire que la dette du Gabon vis-à-vis du FMI représente 3% de l'ensemble de la dette du Gabon. 3%. Très bien. Donc, c'est vraiment une part très infime dans la dette globale du Gabon. Est-ce que cette dette est viable? Oui, la dette gabonaise aujourd'hui est viable parce que je vais vous donner deux faits. Le premier, en juillet 2021, lorsque nous faisions le programme que nous avons aujourd'hui avec le Gabon, l'objectif était d'envoyer la dette gabonaise en dessous de 70% du PIB au plus tard en 2024. Je rappelle qu'en 2020, la dette du Gabon était à 78% du PIB et l'objectif du programme était de réduire cette dette et l'envoyer graduellement en dessous de 70% en 2024. Aujourd'hui, avec les politiques budgétaires prudentes du gouvernement qui ont été faites et qui vont continuer d'être faites dans le cadre du programme, et la hausse, combinée à cela, la hausse des prix du pétrole, la dette du Gabon va se retrouver en dessous de 50% du PIB en 2024. On voulait initialement être en dessous de 70%, c'est-à-dire autour de 66%. Aujourd'hui, on sera en dessous de 50% en 2024. Donc, il y a eu véritablement une amélioration significative de la situation de la dette du Gabon. Et là, vous nous avez donné un peu le regard que vous portez sur la dette gabonaise. Quel est le rôle que joue le FMI dans l'aide à l'épuration de cette dette? Alors, d'abord, je dirais le rôle le plus important pour nous, c'est conseiller le gouvernement pour encourager le gouvernement, d'une part, à rester très prudent dans sa politique budgétaire. Être prudent dans une politique budgétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous encourageons le gouvernement à faire des efforts sur les recettes budgétaires qui ne dépendent pas du pétrole. Parce que le pétrole, ça monte et ensuite ça descend. Donc nous encourageons le gouvernement à lever plus de recettes sur la partie qui ne dépend pas du pétrole. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous encourageons le gouvernement à prendre moins de risques ou moins d'engagements en matière de dépenses. Par exemple, nous encourageons depuis quelque temps le gouvernement à ne pas subventionner des personnes qui n'ont pas besoin d'aide de la part de l'État. C'est-à-dire quelqu'un comme moi, lorsque je me rends à la pompe pour mettre de l'essence dans ma voiture, je suis subventionné par le gouvernement gabonais parce qu'aujourd'hui, la subvention pour les produits pétroliers s'applique à tout le monde. Ce que nous disons, c'est que puisqu'on souhaite que vos besoins d'endettement se réduisent, ce qu'il faut faire, c'est subventionner seulement les personnes qui en ont besoin. Donc, à travers ce programme, c'est d'abord une politique budgétaire prudente et puis ensuite, il faut entourer cette politique budgétaire d'un ensemble de réformes. Par exemple, améliorer la transparence et la gouvernance dans le secteur du pétrole. Par exemple, renforcer la protection sociale pour les personnes qu'on appelle ici les Gabonais économiquement faibles. Donc, ce sont ces politiques prudentes-là, entourées de réformes, qui permettent au fil du temps, dans nos programmes, de réduire la dette du gouvernement. Une chose est sûre, à Gomez, nous aurons une autre émission pour parler de la question de la dette, absolument. Tellement elle est importante, mais quand même nous dire, la dette, un mécanisme de développement, oui ou non? Alors, la dette permet de financer le développement. Mais comme toute chose dans la vie, tout excès nuit. Donc, lorsque vous dépassez un certain niveau d'endettement, la dette ne devient plus un moyen de développement, il finit par devenir un frein à votre développement. L'Afrique est confrontée à de nombreux défis, le changement climatique, la crise alimentaire aujourd'hui accentuée par la crise en Ukraine. Comment est-ce que les DTS peuvent aider les pays africains à faire face à ces nouveaux challenges-là? Alors les DTS, déjà, comme je disais, ça a permis, de donner de la capacité aux pays de pouvoir financer leurs besoins de développement. Et dans ce besoin de développement, vous avez donc des questions comme faire face à la pandémie. Vous avez des questions comme régler la question de l'insécurité alimentaire. Vous avez aussi les questions, la capacité des pays à faire face au changement climatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les DTS permettent aux pays d'avoir du souffle et d'avoir du temps pour refaire un certain nombre de réformes afin d'être mieux préparés aux prochains défis en matière de développement qui vont se poser dans les années à venir. Et un des défis majeurs, bien entendu, c'est celui du changement climatique. S'il y avait un mode d'emploi technique, passer par là, faites ci, faites ça, à donner aux pays africains, vous leur direz quoi pour véritablement mieux utiliser ces DTS-là en faveur du développement de leur pays, mais également le bien-être des populations? Alors, je dirais trois choses. La première chose, c'est de dire, vous avez reçu des DTS qui sont en réalité, vous ont été donnés gratuitement.
Une chose que vous voulez faire, peut-être, c'est commencer déjà par utiliser les DTS pour financer votre budget plutôt que d'aller vous endetter sur des marchés à des taux plus chers. Ça, c'est le premier conseil que nous donnons. Le deuxième conseil que nous donnons, c'est de dire la pandémie est une occasion pour les pays de faire plus de réformes en matière de mobilisation de recettes et d'être plus prudents en matière de dépenses, de véritablement se concentrer sur les dépenses qui sont productives, donc les dépenses d'investissement, et de renforcer la protection sociale des populations. Parce que pendant cette pandémie, la frange qui a la plus souffert de la pandémie, ce sont les personnes les plus vulnérables. Donc il faut aujourd'hui que le gouvernement pense à renforcer le système de protection sociale. Et puis, dernier conseil que nous donnerons, c'est que les gouvernements doivent se projeter dans l'avenir pour s'assurer que les grands défis qui vont se poser au gouvernement, y compris le défi du changement climatique, commencent à être adressés maintenant. Dernière question, c'est celle de l'internaute Ruby depuis la Côte d'Ivoire. Ruby demande comment est-ce que le FMI évalue les résultats de ces aides apportées au continent africain. Alors, lorsque nous faisons un programme, il y a 3 documents importants que nous faisons dans le cadre d'un programme. Le premier document, c'est un document dans lequel le ministre des Finances ou le Premier ministre dit « on a besoin d'aide et voilà les grandes réformes que nous voulons faire ». Le deuxième document, qu'on appelle un mémorandum, que nous signons avec les autorités, est un document qui dit, dans le détail, voilà les mesures que nous allons faire, voilà les dates auxquelles nous voulons faire ces mesures, et voilà les moyens de vérifier que ces mesures ont été faites. Le dernier document que nous signons dans nos programmes, c'est ce qu'on appelle un protocole d'accord technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce document, il y a une liste de documents que les autorités doivent nous remettre, c'est-à-dire aux représentants résidents dans mon cas, doivent remettre aux représentants résidents pour lui dire « on avait dit qu'on allait faire telle mesure, voilà la preuve qu'on a fait la mesure. On avait dit qu'on allait prendre telle décision budgétaire, voilà les données ou les statistiques qui prouvent que la décision a été prise. » Et ces données-là, les bureaux du FMI dans les pays où nous avons des programmes sont reçus dans le cas du Gabon par exemple, c'est chaque 45 jours après la fin du mois. Donc mon rôle à moi, c'est de récupérer tous ces documents, de récupérer les données, de m'assurer que ces données sont conformes à ce à quoi on s'est entendu dans le document détaillé sur les mesures du programme. Et lorsqu'il y a des écarts, c'est d'engager le dialogue avec les autorités pour s'assurer de réduire ces écarts-là. Et puis à la fin, au bout d'un certain nombre de temps, généralement soit entre 3 mois et 6 mois, il y a une mission qui vient de Washington, qui vient passer en revue avec le représentant résident l'ensemble des mesures qui étaient dans ce document. Voilà comment est-ce que nous faisons le suivi des financements que nous octroyons aux différents gouvernements. Et peut-être une relance à la question de Ruby. Est-ce que le FMI est satisfait de son partenariat avec le continent africain? Nous pensons que l'Afrique, c'est principalement l'avenir. Vous savez, en 2100, sur 3 personnes sur cette planète, il y aura un qui sera africain. Et donc, pour cette raison, notre institution comprend que l'Afrique occupe et occupera une place centrale dans le futur de cette planète. Et donc, pour cette raison, nous mettons tous les moyens à la disposition des gouvernements, que ce soit à travers du conseil, à travers de l'assistance financière ou à travers de l'assistance technique, afin de s'assurer que les ambitions des différents gouvernements africains peuvent être accompagnées par notre institution. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, on sait. Merci à vous, Agou Gomez. Je rappelle que vous êtes le représentant résident du Fonds monétaire international au Gabon. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous savons, d'après vos chiffres, et là on parle sous votre contrôle, à ce jour, il manquerait à l'Afrique, au continent africain, près de 300 milliards de dollars pour couvrir ses besoins massifs en investissement dans les infrastructures, dans la santé et bien d'autres domaines. Droits spéciaux ou pas, une chose est sûre, l'Afrique devra faire face à ces défis dans les jours à venir et ça commence maintenant. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir et à très bientôt sur nos antennes. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.